la fumée, on voulait mettre un écran pour que le gouvernement ne voit pas ce qui se passe. Eh bien, les Tutsis étaient en train de se massacrer entre eux. Soi-disant parce qu'il y a des soutiens au Rwanda. Dans la foulée, il a été liquidé à Vittel. Jeté dans la fosse commune. On n'a jamais retrouvé son lieu de sépulture. Voilà donc le gouvernement qui réagit en premier temps contre les Tutsis, soupçonnés d'être des appuis, des adeptes de l'Arc-en-Ciel. Ce n'est que mardi, le 2, que le gouvernement s'est aperçu que ça n'était pas la vraie menace. La vraie menace était ailleurs. C'est à partir du 2 mai que le gouvernement a commencé à réagir militairement contre les assaillants. Militairement contre les assaillants. Première phase de la réaction, de la contre-offensive, c'est d'abord contre les Tutsis, qui ne sont pas armés, qui ne. Et le 2, ils s'aperçoivent que ça n'est pas ça, et l'armée se réveille difficilement parce que certains chefs des unités n'étaient pas à leur poste, ils étaient en congé. Et lui était le principal parmi vraiment les hommes forts de l'armée du monde. Il est resté. Donc, voilà. Nous sommes donc mardi. De mardi, donc du 2 mai jusqu'à vers le 15 juillet, l'armée est face à face contre les rebelles armés, organisés au plan militaire. Donc c'est militaires loyaux contre rebelles armés. C'est la phase de confrontation armée, rebelle armée. Retenez ça. C'est pour cela que j'essaie de vous donner les éléments majeurs. Sans trop les habiller. Vous aurez le texte habillé. Première phase, face à face, tous. Deuxième phase, armée, mouvement rebelle, armée. Jusqu'au 15. À partir du 15, les rebelles, les assaillants sont neutralisés. 2 mois pour neutraliser les assaillants. Sur tout le long, après des dégâts considérables. Eh bien, le 15 juillet, le président Michombero, constatant qu'il est seul, il était seul à bord. Il n'y avait pas de gouvernement depuis le 29, il avait révoqué, ça le remplaçait. Il a nettoyé le gouvernement, le 29, à midi, et jusqu'au 15 juillet, pas de gouvernement. Il est seul, à la barre. Et Ndabémé, chef d'état-major général, et d'autres. Le 15 juillet, qu'est-ce qu'il fait? 15 juillet, sur l'insistance des machines à gaz. Vous savez, comme le président Michombero avait un conseil des sages, Harimo Rugambarara, votre beau-père, mon cher ami, il y avait Ndakozé, qui vient de décéder, André Ndakozé, et d'autres. Je pense que les deux auraient approché Michombero pour lui dire, écoutez, mettez quelqu'un qui vous aide à relever cette situation. Vous êtes seul là-bas, c'est dangereux. Il nomme un homme que vous connaissez, Albert Nyamoya. Le 15 juillet, Albert Nyamoya. Albert Nyamoya, c'est un ancien premier ministre du Mwami Mwambutsa. 64 jusqu'à janvier 65. J'étais à l'époque son directeur général. Nous le surnommions tout à fait affectueusement Léopold de Ville. Parce qu'un jour, il a dit au gouvernement fantoche de Kinshasa, il a dit, ce gouvernement de Léopold de Ville,
je vais l'anéantir. Alors, il le nomme. Pourquoi? Pour essayer de calmer le jeu, côté Tutsi, calmer le jeu, côté Hutu. Essayer de faire baisser le nombre de victimes de la répression qui s'est étendue à travers tout le pays, à travers les écoles, à travers les camps militaires. Il faut essayer de calmer, mettre un peu d'eau et faire revenir la paix. Nyamoya va remplir sa mission jusqu'au 15, approximativement, jusqu'au 5 juin 1973, un peu plus d'un an. Et la situation est redevenue normale. Il a contribué à ça. Entre-temps, combien de victimes, combien de morts côté Hutu? Côté Hutu, il y a eu deux gros chiffres. Il y a un gros chiffre, 300 000. Et 300 000, on ajoute de l'élite Hutu. En 72, 300 000 de l'élite Hutu, ça, je dis, c'est pas possible. Il n'y a pas 300 000 de l'élite Hutu en 72, dont le nombre s'élève à 300 000. Non. Il n'y a pas, même si on y ajoute les Tutsis, l'élite du Burundi, tous y compris, ça ne peut pas atteindre 300 000. C'est énorme, 300 000 de l'élite. Nous sommes à 10 ans de l'indépendance du Burundi. 10 ans de l'indépendance du Burundi. Nous étions très très peu nombreux à avoir été à l'université, à avoir été au secondaire, et c'est exagéré carrément quand on va de 300 000. J'ai retenu une estimation basse, 25 000 côté Hutu. Donc, cette immense catastrophe, 15 000 victimes Tutsi liquidées par les Hutus, 25 000 Hutus du fait de la contre-attaque, ça nous fait 40 000 victimes au cours de ce conflit. Voilà la situation qui a été créée. Voilà le contexte. Voilà les faits, à savoir l'offensive du mouvement rebelle, la contre-offensive. Nous allons maintenant, presque pour conclure, qu'est-ce que c'était? Qualifier l'action du mouvement rebelle contre la composante Tutsi. Qu'est-ce que c'était? C'était une action systématique, sans discrimination aucune, et sur une base unique ethnique. Une action, un acte commis contre une population entière ou une partie, systématiquement, du fait de la religion, de la race, on appelle cet acte un génocide. Côté Tutsi même, on dit, du côté Tutsi, il y a eu aussi un génocide. C'est un peu ce que me rappelle le livre de Jean-Pierre Chrétien, Au bord des génocides. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà le titre. Eh bien, étant donné que le pouvoir ne savait pas ce qui allait et s'est produit le 29, étant donné que l'armée n'avait aucune consigne, étant donné que le premier acte posé par le gouvernement n'était pas dirigé côté Hutu, surtout sur les Tutsis, eh bien,
le gouvernement n'a jamais eu aucun enseignement, aucune forme de préparatif pour exterminer systématiquement l'élite hutu. C'est de cela qu'on l'accuse, l'élite hutu. On va vous dire, mais on se présente dans les écoles avec une liste. Oui! Si on entre ici, avec une liste, on prend celui-là, celui-là, celui-là. Il y a 10 Hutus ici, ici dans cette salle de classe. On prend 3, 4, 5 élèves ou étudiants Hutus sur base d'une liste. C'est sélectif, c'est vrai. Mais justement, parce que c'est sélectif, ce n'est pas systématique. Comprenez ça. Quand c'est sélectif, donc il y a des Hutus qui sont restés dans la même classe. Quand les militaires entraient dans un foyer pour prendre le père, les enfants et la mère étaient peut-être effrayés, mais pas qu'ils étaient. Mais quand c'était des Hutus, c'était. Je vais terminer tout de suite. Les amis, je me suis alors posé la question. À la fin de l'exposé, au début, j'ai posé la question. Tout ça, ces événements, c'est quoi? Je viens de répondre. Ces événements, c'était un acte de génocide. Contre qui? Contre les Hutus. Par qui? Par les Hutus. Le gouvernement n'a pas commis un deuxième génocide. Il a fait une répression sévère, violente, c'est vrai. Mais c'était un acte. Il y a des spécialistes maintenant qui sortent, qui disent que c'était un acte de légitime défense parce que le Burundi avait été attaqué. Alors, je termine par un vœu. Et je vous demande de le partager. Je souhaiterais que le 29 avril de chaque année, les Burundais se réunissent un jour solennel et disent tous kera byabaye mu muryango bakicana bakamarana cyane murabazawe bantuzi comment ils faisaient batambika icumu bagatambika icumu ari babiri batase mwana wa ntuzi nkazosubira kugira gasosubira gusesa amaraso y'umuryango wanyu arakampumye. Faisons la même chose sur 29. Chaque année. Nous jurons tous ngasubira gusesa amaraso y'umwana w'u Burundi arakampumye. Gira amahoro.